Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'histoire qui portera à nouveau sur le thème de la Première Guerre mondiale. Cette fois-ci, après avoir vu le déroulement dans la vidéo précédente, nous allons aborder deux notions importantes à comprendre sur cette guerre. Première notion, pourquoi la Première Guerre mondiale est appelée une guerre totale. Deuxième notion, qu'appelle-t-on les violences de masse qui se déroulent au cours de ce conflit. Pour considérer la Première Guerre mondiale comme une guerre totale, il faut se représenter qu'elle va bouleverser la vie des pays en guerre. Elle va bouleverser évidemment la vie des soldats qui seront mobilisés dans une ampleur inédite lors des conflits précédents. Elle va transformer la manière dont les civils vivent pendant la guerre et comment fonctionne l'ensemble de la société au cours du conflit. La Première Guerre mondiale est une guerre totale parce qu'elle doit mobiliser l'ensemble des moyens humains, militaires ou civils, l'ensemble des moyens matériels, militaires ou civils, pour remporter la guerre. Pour le montrer, on peut commencer par aborder la question des soldats. Au total, au cours du conflit, 60 millions de soldats ont été mobilisés si on ajoute l'ensemble des pays en guerre. C'est un chiffre énorme qui n'avait jamais été atteint jusque-là. 60 millions de soldats, cela signifie des besoins en munitions, des besoins en armes, des besoins en nourriture, des besoins en moyens de transport. Le cheval reste d'ailleurs le moyen le plus utilisé au cours de cette guerre. Dans les différents pays, on réquisitionne tout ce qui peut être utile au fonctionnement des armées. Du point de vue des civils, on se souvient que les femmes ont accès à de nouveaux métiers, puisqu'il faut remplacer les hommes qui sont partis à la guerre. Alors qu'avant la guerre, les femmes n'étaient cantonnées qu'à certaines tâches, désormais elles effectuent l'ensemble des tâches agricoles. À l'usine, elles fabriquent des munitions, on les surnomme par exemple les munitionnettes, mais elles assument aussi de nombreuses tâches dans les transports, dans les commerces, etc. Cependant, les conditions de travail des femmes sont très loin de celles des hommes avant la guerre. Elles travaillent plus dur, plus longtemps, parce que pour gagner le conflit, on demande à l'ensemble des civils de participer à l'effort de guerre pour la victoire, mais elles reçoivent un salaire nettement inférieur, souvent réduit de moitié ou plus par rapport à celui des hommes. À cela s'ajoute la question de la pénurie, c'est-à-dire que puisque les 60 millions de soldats au total, je le rappelais, ont besoin de nourriture, de vêtements et de toutes sortes d'autres choses, les civils ont beaucoup de mal à pouvoir s'en procurer. Un système de rationnement est mis en place dans la plupart des pays. Cela signifie que pour acheter des biens de première nécessité, on doit non seulement payer avec de l'argent, mais on doit aussi fournir un ticket de rationnement qui a été donné selon la taille de la famille, toutes les semaines ou tous les mois. Enfin, pour maintenir les civils au travail et le plus longtemps possible, une propagande intensive est déployée, par les affiches, par les journaux. Les journaux sont aussi censurés, c'est-à-dire que les informations doivent d'abord être relus par le ministère des Armées qui pourra enlever tous les articles qui lui déplaisent. Le courrier même des soldats à leur famille est relu et gardé par le ministère si les nouvelles qu'il donne ne paraissent pas suffisamment bonnes. Pour insister sur cette propagande permanente qui vise à faire penser que la victoire est proche, on invente en France le terme de bourrage de crâne. Et pour éviter que des partis, des syndicats, des associations ne critiquent le gouvernement, on décrète dans tous les pays l'union sacrée, c'est-à-dire qu'on demande à toute la société de défendre l'effort de guerre, quitte à menacer ceux qui ne le voudraient pas de prison ou de mobilisation pour le front. Enfin, pour finir sur cet aspect d'une guerre totale, j'ai déjà employé le mot de guerre industrielle. On a pu voir que les besoins sont énormes. Cela signifie que des usines civiles avant la guerre se mettent à fournir exclusivement les armées. L'entreprise Renault, qui produit des voitures, produira aussi les chars d'assaut et des armes pendant la durée du conflit. On fait aussi appel aux civils pour prêter de l'argent à l'État. L'argent sera effectivement rendu après la guerre pour les pays vainqueurs, mais souvent avec une valeur nettement plus faible parce qu'entre-temps, l'inflation a fait baisser la valeur du franc, par exemple. Pour finir sur cette guerre industrielle, on peut aussi penser à la guerre sous-marine que l'Allemagne tente de mener pour empêcher le ravitaillement de ses adversaires par les industries américaines. Des sous-marins parcourent donc l'Atlantique pour couler les navires civils américains, ce qui poussera un peu plus ce pays à entrer dans la guerre en 1917.
Deuxième notion importante à comprendre pour nous, les violences de masse. La Première Guerre mondiale a dépassé par son ampleur les conflits précédents, elle l'a aussi dépassé par son bilan humain et matériel particulièrement lourd. On parle donc au cours de cette guerre de l'apparition de nouvelles violences de masse. Au front, ces violences signifient avant tout une vie difficile dans les tranchées, dans lesquelles on survit en ne sachant pas à quel moment on peut être touché par les bombardements de l'artillerie, c'est-à-dire qu'on vit dans un stress, dans une angoisse permanente et dans des conditions souvent assez difficiles. Les gaz de combat particulièrement vont marquer les esprits, puisqu'ils nécessitent de garder toujours à portée un masque à gaz en espérant ne pas respirer ces nouveaux gaz, avec le risque de conserver des séquelles toute sa vie, même pour les survivants. On se souviendra de la bataille de Verdun en 1916 qui dure 10 mois et fait plusieurs centaines de milliers de morts, et elle a un bilan total de 10 millions de morts pour cette Première Guerre mondiale. Les violences de masse ne s'exercent pas seulement sur les soldats. Premier aspect, les bombardements. Bombardements par des canons qui peuvent tirer à plusieurs dizaines de kilomètres pour les plus gros. Cela signifie que les villes qui restent à proximité du front peuvent être entièrement rasées par les différents bombardements ennemis, comme par exemple la ville de Ypres. Ces bombardements ont en même temps pour but d'affaiblir le moral des civils et leur capacité à produire pour leur armée. Les civils sont donc devenus une cible de la guerre. D'ailleurs, les premiers essais de bombardement à plus longue distance par des dirigeables la nuit vont frapper Paris et Londres, même s'ils n'ont pas encore une grande efficacité. Les civils sont aussi visés par des mesures de réquisition, c'est-à-dire de travail forcé dans les zones occupées lorsqu'une armée ennemie se trouve sur le territoire d'un pays. Ils peuvent être menacés par des exécutions lorsqu'on les soupçonne de vouloir résister à l'avancée des armées adverses. Et enfin, les civils qui résidaient dans un pays étranger au début du conflit, par exemple un Allemand qui résidait en France ou un Français qui résidait en Allemagne, ont été internés dans des camps pour la durée du conflit. Mais l'aspect le plus terrible de ces violences de masse est sans doute le génocide arménien. À l'intérieur de l'Empire ottoman, à partir de 1915 et jusqu'à l'année 1917, le gouvernement des jeunes Turcs, avec Talat Pacha comme ministre, va ordonner le massacre de l'ensemble des populations arméniennes à l'intérieur de l'Empire, des plus jeunes aux plus âgés. Il s'agit de détruire complètement ce peuple arménien. Une organisation spéciale a été créée pour encadrer le génocide, mais ce sont bien la police, l'armée qui vont se charger de l'essentiel des tâches et de l'essentiel des massacres qui ont eu lieu. Les Arméniens, pour la plupart, succombent à une déportation sans fin. On est allé les chercher dans les villages pour les faire marcher vers le sud, vers des zones de désert, entre la Syrie et l'Irak actuel. Et la répétition de ces marches forcées, sans une nourriture suffisante, sans ration d'eau suffisante, dans des régions hostiles, va permettre d'exécuter la plupart d'entre eux. Au total, ce génocide a causé environ 1 200 000 morts parmi les Arméniens. Il est le premier génocide du XXe siècle, c'est-à-dire la première opération planifiée, organisée à l'avance, qui vise la destruction de tout un peuple. Merci de votre attention, bon courage dans vos dernières révisions. Au revoir.